une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Permettez-moi de vous apostropher tout de go avec cette réflexion sur le temps. L'auteur de ce soir en a fait sa pierre angulaire, notamment dans son travail. D'ailleurs, le titre du roman qu'on s'apprête à feuilleter est « Le temps a toujours raison des choses ». L'évidence est que le temps fait partie des concepts complexes, à la limite insaisissables. On sait ce que c'est, mais on en explique généralement seulement un pan. De toutes les façons, nous avons égrené presque 32 citations qui essayent de saisir sa portée symbolique. Partageons quelques-unes des citations les plus frappantes et laissons de côté l'explication laconique et plate des dictionnaires consultés. Le temps est la locomotive qui nous mène à une certaine gare où l'on ne donne pas de billet de retour. C'est une citation de Jean-Louis Auguste. Extraite justement de Comenson, la petite encyclopédie. Le temps est frileux, comme les hommes de l'hiver. Il ne court plus dans l'été. Le temps est notre ami dans la jeunesse, devient notre ennemi dans la vieillesse. C'est Thérèse, Marie-Thérèse Roth, qui le pense. Le temps guérit les douleurs et les querelles. Le temps est le meilleur bâtisseur de l'amitié. Le temps, tout le consume et l'amour seul l'emploie. Le temps tue l'erreur et fait vivre la vérité. Le temps passe, d'accord, mais il n'a pas de mérite, il n'a que ça à faire. Le temps n'endort pas les grandes douleurs, mais il les assoupit. Le temps n'est pas maître de notre destin, il n'en est que le comptable. Le temps dont nous pouvons disposer, nous l'abandonnons à la folie. Et celui qui est encore dans les mains du destin, nous l'assignons à la sagesse. Le temps, encore le temps. Certainement, nous allons continuer d'épiloguer sur ce concept avec l'auteur du soir. Mesdames et messieurs, arrêtons-nous là pour l'instant. La suite de la réflexion, c'est après la tombée du voile d'introduction de l'émission. Installez-vous confortablement. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire, messieurs et dames. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture.
Le Point littéraire reçoit dans le cadre de cette nouvelle édition Stéphane Siziandi. C'est un auteur camerounais, titulaire d'une maîtrise en administration et gestion des entreprises, comptable de profession et par ailleurs journaliste d'une presse privée chrétienne. Il reçoit le don d'écrivain dans une vision prophétique personnelle et tout de suite commence à le mettre en exergue. L'écriture est devenue pour lui une passion, mais au-delà, un outil de transformation des mentalités et une arme pacifique contre les multiples fléaux qui gangrènent la société aujourd'hui. Son ouvrage en vitrine dans cette édition du Point littéraire est « Le temps a toujours raison des choses ». Il s'agit d'un roman qui se positionne dans le domaine de l'éducatif, car très riche en enseignements profonds et aussi en expérience. L'histoire est celle de Nelson, personnage principal de l'ouvrage. Histoire inspirée de faits réels, contés en 173 pages, reparties sur 5 parties, ou livres de 2 chapitres. Additionnés à cela, l'épigraphe, l'avant-propos et l'épilogue pour la fin. L'ouvrage dévoile en filigrane la vie du jeune Nelson à l'épreuve du temps. Né de 2 adolescents, le père 17 ans, la mère 14 ans. Comme le banal ou alors la banale routine en pareille circonstance, l'enfant traite une fronde entre les 2 familles. Sur la famille de la fille, on veut voir mort l'enfant encore fœtus. La témérité en face laissera une chance à ce dernier de vivre, mais sa vie est un enfer. Il grandit et fait ses premiers pas à l'école auprès de sa grand-mère, qui l'aide dans les champs et surtout pour son commerce, suscitant au passage des jalousies. Puisque très intelligent, toujours parmi les premiers de la classe, Nelson sera kidnappé ou presque par une tante inattentionnée et plein de malice. Sa mère le sauvera de l'emprise de cette dernière et le remettra à son père qui, parti faire des études en Europe, reviendra avocat pour défendre les droits des enfants. Ce dernier prend en charge son fils. Bien que ne pouvant intégrer le barreau du Cameroun, Nelson aura une période d'adolescence très perturbée, devenu enfant turbulent parce que envoûté par la femme de son père qui ne l'aime pas et qui a essayé de l'empoisonner. Nelson ira à l'internat pour poursuivre ses études. Le bâtard, fils du péché, devenu grand, sera à l'université avec les contingences que cela impose. L'accès à un emploi n'est pas une mince affaire, avoir une femme non plus, mais par la force des choses et la persévérance, ainsi que la force du temps. Il a fini par obtenir 1. La prospérité matérielle, puisqu'il est devenu PDG d'entreprise. 2. La prospérité familiale, puisqu'il a trouvé son âme sœur. 3. La prospérité spirituelle, puisqu'il a trouvé un chemin véritable, un chemin de vie. Il est avec nous ce soir Stéphane Siziandi. Bonjour et merci de nous avoir retrouvés et d'avoir accepté de participer à cette édition du Point littéraire. Bonsoir et merci pour le plateau que vous nous offrez pour pouvoir échanger. Bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Et nous espérons que nous allons passer un bon moment. Ils sont auditeurs puisqu'ils écoutent via 88.4 pour ceux qui sont à Yaoundé et dans les environs, mais également sur Radio Vision à travers Facebook. Il est possible en tapant simplement Royal FM Espace Cameroun de nous recevoir. Soyez simplement près du micro. Alors Stéphane Siziandi, votre livre est dehors. Il est désormais disponible. Le temps a toujours raison des choses. Ne serait-ce que par le titre, il attire. Évidemment, le temps a toujours raison des choses. Nous savons que chacun de nous traverse des moments absolument compliqués par moments. Oui. Même ceux qui, par moments, ont donné l'impression
de réussir facilement ont eu des difficultés. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, le temps a toujours raison des choses, c'est frappant, ça parle à tout le monde. Alors, comment s'effectue le choix de ce titre-là? Ok, premièrement, le choix de ce titre vient d'une expérience de vie, non seulement d'abord personnelle, mais aussi autour de l'auteur que je suis. Oui. J'ai eu des gens qui ont vécu des choses très compliquées et à un moment donné, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas les seuls à les vivre. Et puis est venu le moment de l'appel. Alors, c'est l'appel qui a tout déclenché. Oui. À partir de ce moment, qui dit appel, dit réponse à l'appel. L'appel. L'appel de qui? Justement. Le temps a toujours raison des choses est un livre spirituel. Ça veut dire que vous êtes un jeune, vous traversez des choses et à un moment donné, quand vous recevez votre appel, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous vivez cela personnellement. Et pour mon cas, c'était une vision. Oui. Et si vous voulez que j'en parle. Allons-y, parce qu'on veut savoir, justement dans la présentation, on a pu écouter que vous êtes devenu écrivain davantage à travers une interpellation qui est pour le moins divine. Parfaitement. Alors, parlez-nous donc de cet appel. Très bien. Alors, ce que nous appelons généralement vision dans le jargon religieux, c'est généralement quelque chose que vous vivez, qui est presque réel, mais qui arrive certainement. Donc, c'est-à-dire que vous êtes endormi parfois, vous croyez que vous dormez, mais en fait, vous êtes persuadé que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est vraiment réel. Oui. Et puis, pour mon cas, moi, je me suis retrouvé lors d'un événement dans cette vision, un événement familial qui était comme les funérailles. Alors, lors de cet événement, il y a un monsieur qui vient me remettre un stylo. Oui. Alors, dans la présentation, vous avez bien fait de mentionner que je suis comptable de profession parce que c'est ce que j'ai appris à l'école. Alors, quand il vient me remettre le stylo, et moi je me demande, mais moi je suis là pour les chiffres. J'ai appris à gérer les chiffres. Pourquoi vient-il vous donner un stylo? Voilà. Alors, moi, je prends le stylo, je le propulse parce que je ne veux pas. Oui. Je dis, moi, c'est pas mon truc. Mais curieusement, toujours dans la vision, le stylo revient sur ma main. Oui. Et fatigué de le lancer, je l'ai finalement accepté et il m'intègre. Bon, quelques temps après, quand je me réveille le matin, je me dis, bon, c'était juste un rêve comme ça. Rêve. Oui. Et puis, alors qu'il s'agissait d'une vision qui vous interpellait. Justement. Alors, comment ça se manifeste par la suite? Les jours qui suivent, ça commence à bouillonner de l'intérieur. Si vous n'écrivez pas, c'est un peu comme si vous avez du paludisme, comme si vous avez des mal d'estomac, comme si ça bouillonne à l'intérieur. Et c'est quand vous écrivez que vous vous sentez à l'aise. Oui. Alors, je me suis mis simplement à écrire. Et le premier, le deuxième, le troisième qui est déjà aussi en cours, donc comme tous les autres. Celui-ci, c'est le tout premier ou bien? Celui-ci, c'est le premier. Le tout premier. Mais il y a d'autres livres qui bien sont sûr. En pleine production en ce moment, ou en création. Bien sûr. Au niveau de l'écriture. On en a déjà deux qui sont disponibles sur Amazon pour l'instant. Oui. Et c'est le premier qui est disponible au Cameroun. En version papier. En version papier. Alors, le temps a toujours raison des choses. On peut d'abord, au niveau de l'avant-propos, être interpellé par vos dires. Il est question pour vous de signifier que la vie est essentiellement une question de chance. Une chance, pourquoi? Eh bien, ça, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent? Oui. La vie... C'est la pensée mondaine. Justement. Beaucoup se disent que non, bon, vous êtes bien né, comme on dit souvent. Vous êtes né avec une cuillère en or. Oui. Vous aviez un papa, une maman qui vous donnait tout. On a payé votre éducation, votre école. Et moi, je suis né peut-être dans une condition un peu plus compliquée. Oui. J'étais dans la rue, j'ai eu ceci et autres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'injustice.
c'est là qu'on va surprendre tout le monde. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Entre ceux qui sont nés avec une cuillère en or et ceux qui sont nés avec beaucoup de difficultés. Effectivement, il n'y a pas d'injustice. Et je vais apporter des arguments. Oui. Le livre qui arrive, Le temps a toujours raison des choses, vient signifier à chacun que le créateur de ce monde, qui a créé également ce temps, oui, alors a disposé des choses pour tout un chacun de façon équitable. Maintenant, ce qui est bonheur pour vous ne peut pas être bonheur pour moi. Oui. Et ce qui va vous permettre d'arriver à votre bonheur ne va pas être la même chose qui va me permettre d'arriver là-bas. Alors, vos sacrifices ne seront pas forcément les miens. Tout à fait. Donc, du coup, sachez que pour arriver à votre bonheur, vous allez passer par des difficultés, vous allez passer par des épreuves qui vous seront particulières. Pour certains, ils vont dire que vos épreuves là, c'est rien. Alors que c'est difficile pour la personne. Tout à fait. Donc, honnêtement, l'épreuve dépend de ce que chacun reçoit. Et justement, le temps a toujours raison des choses parce que le pouvoir qu'il reçoit pour vous amener à votre bonheur dépendra de votre acceptation de vos épreuves et de votre endurance, de votre foi et de votre courage, bien sûr. Alors, dans le livre, c'est les épreuves traversées par Nelson, un jeune garçon qui est né dans des conditions un tout petit peu problématiques parce que c'est deux jeunes qui se rencontrent. Et le phénomène, il est désormais banal. C'est-à-dire que rencontrer des jeunes à 17 ans qui se retrouvent dans cette situation. Est-ce que, au-delà de regarder l'histoire, il n'y a pas déjà une interpellation au point de départ pour dire le phénomène des enfants qui ont des enfants peut quelquefois biaiser l'avenir de ceux qui arrivent plus tard? Bien, évidemment, dans le livre, c'est le problème qui se pose. Parce qu'on a un jeune qui arrive à la vie, un enfant qui arrive à la vie, mais qui est déjà systématiquement classé ou alors reclassé en dernière position de la société. Oui. On se dit, déjà, il est né dans une famille chrétienne. Alors, au sens des religieux, c'est un péché. Oui. Maintenant, il est né d'un lycéen, oui, des gamins, oui, 17 ans d'un côté, 14 ans de l'autre. Et vous vous rendez compte que, évidemment, ce sont les parents qui vont prendre la charge. Tout à fait. Maintenant, la famille, comment est-ce que ça va se passer pour cet enfant? Parce que si déjà, il est rejeté, alors, dans la société, son classement aussi est négatif. Ça veut dire que cet enfant-là est mal parti. Pourtant, en réalité, il n'a pas demandé à naître. Et c'est là tout le problème. Oui. Il a le droit d'avoir sa chance. Il a le droit de vivre comme tous les autres. Parce que l'erreur, c'est pas lui. Et encore même, quelle erreur? Parce qu'il y a des choses qui arrivent, parfois, on ne peut pas expliquer. Oui. On peut se dire que c'est une erreur. Mais si cet enfant, par exemple, devient président de la République demain, là, est-ce que c'est encore une erreur? Certainement pas. Donc vous voyez, en réalité, on ne peut pas se mettre à la place du créateur et se dire qu'on commence à décider de comment de la valeur les choses, de la valeur de X ou de la valeur de Z. Non. Donc le temps a toujours raison des choses, vient rappeler à tout le monde que peu importe ce que vous vivez, vous avez le droit, vous avez une chance, vous avez le droit de marcher comme tous les autres et d'aller partout où ils vont. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de grands moyens que vous n'avez pas eu plus de chance que d'autres. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'intelligence, selon vous, que vous n'avez pas plus de chance que d'autres. Nous avons tous équitablement la même chance parce que le bonheur dépend de tout un chacun. Moi, ce que j'aime, c'est pas ce que vous aimez. Oui. Et ça ne sera jamais comme ça. Donc, mes sacrifices seront les miens. Et peu importe que ces sacrifices-là soient très élevés pour vous ou alors très bas pour vous, ça reste que ce sont des sacrifices pour moi. Avant d'aborder la deuxième partie, du moins les deux derniers livres, ou les deux dernières parties qui semblent être les parties les plus essentielles, le côté spirituel de Nelson, parlons de l'histoire. Autour de l'histoire, il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle d'un enfant qui est malmené au sein de la famille, la question de la famille même se pose encore.
les actes posés par les jeunes qui peuvent avoir des conséquences à la longue. Alors, autant de thématiques évoquées, jusqu'à la question même du mariage. Un jeune qui désormais vit dans une famille, il n'a pas été désiré, il n'a pas été voulu, il est entretenu par ses parents. Il est intelligent, mais il est mal vu par tout le monde. La question de la jalousie. Alors, nos familles aujourd'hui sont-elles réellement des foyers problématiques où les enfants ne peuvent plus être véritablement épanouis? Alors, normalement, c'est ce qui devrait être. La famille devrait être, en principe, je pourrais dire, le nid dans lequel chaque enfant devrait grandir étant épanoui. Tout à fait. Avec tout l'amour possible. Bien sûr, un enfant grandit, l'enfant ne connaît pas ce qui est bon, l'enfant ne connaît pas ce qui est mal. Oui. L'éducation, justement, est là pour ça. Alors, l'éducation que nous donnons à chaque enfant permet à tous ces enfants-là de pouvoir grandir et s'épanouir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la société? La majorité des familles torturent les enfants. Parfois, vous voyez des parents même qui ont mis au monde des enfants, mais qui les torturent encore et ne les permettent pas d'évoluer. Ils se déresponsabilisent. Et pire encore, lorsque ces parents-là, comme dans le cas du livre, n'ont même pas la possibilité d'aider leurs enfants, parce que c'est le cas pour Nelson. Alors, ils se retrouvent comme un fardeau dans la famille et pris au piège, en quelque sorte. Il faut qu'ils surmontent le combat d'abord psychologique, de sa condition naturelle, de sa condition spirituelle, du regard de la société. Il faut maintenant qu'il remonte encore pour combattre le regard de sa famille, le regard de ses cousins, de tous ceux qui sont autour de lui. Alors, l'enfant, évidemment, se retrouve en train d'être torturé psychologiquement, traumatisé à la limite. Mais qu'est-ce que cet enfant va devenir? Nelson, moi je dirais, Nelson a eu beaucoup de chance. Parce que lui, il a utilisé comment on dit, toute cette souffrance, il a utilisé toutes ces difficultés de pouvoir avancer comme carburant pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais il faut encore être un fonceur, un lion, pour pouvoir accepter de souffrir et encaisser, renverser la situation, se dire que ce que je suis en train de vivre, en réalité, voilà, c'est pas systématiquement négatif. Je prends ça comme un tremplin pour pouvoir aller de l'avant. Voici ce que le livre vient dire aux gens. Quand des choses vous arrivent, même si vous pensez que c'est de l'injustice, alors considérez ça comme des choses qui vont vous permettre avec bravoure, d'atteindre des limites impensables. Et on va finalement arriver à ce qu'on appelle l'exploit. Parce que c'est ce que la société aime voir, la fin. Mais le début, Nelson a bavé, Nelson a souffert. Nelson est un grand aujourd'hui, il est admiré. Mais président directeur général d'entreprise. Autrefois, il était un simple bâtard, refoulé par les parents, du moins élevé par les grands-parents. Alors Nelson va au lycée, il est toujours parmi les premiers. Cela suscite de l'admiration pour certains. La nouvelle femme de son père ne l'aime pas simplement parce que c'est pas son enfant. Les familles recomposées également. Évidemment, et c'est un problème aujourd'hui parce qu'en réalité, il serait encore plus agréable que, par exemple, les parents, je pourrais dire les parents adoptifs qui ont eu la chance d'avoir ce genre d'enfant dans leur foyer, s'ils se mettent dans une position positive et se disent que cet enfant n'a pas demandé à naître. Cet enfant, en fait, n'est pas une erreur. Mais cet enfant, si moi je l'accueille, alors je peux devenir sa maman ou son papa, parce que la maman et le papa n'est pas la personne forcément qui t'a mis au monde, mais c'est la personne qui prend soin de toi. Tout à fait. Alors, si tu prends soin d'un enfant jusqu'à ce que cet enfant puisse s'envoler de ses propres ailes, alors cet enfant ne t'oubliera jamais. Cet enfant, tu resteras son parent. Et c'est ce que nous venons dire. Un message d'espoir, un enfant qui s'en sort dans des conditions difficiles, une famille recomposée, une nouvelle femme pour papa, tiraillé entre une famille et l'autre, les difficultés pour pouvoir s'accomplir à l'université.
Alors, il faut être téméraire dans la vie, il faut toujours se battre, même lorsqu'on n'a pas de son côté toutes les chances nécessaires pour pouvoir avancer. Évidemment, il faut effectivement rester avec les regards fixés sur ses objectifs, sur le point focal. Vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, fixez ce point un peu comme si vous fixez un point dans votre champ et visualisez. Chaque jour, si c'est même possible, écrivez ça quelque part en gros caractère et vous posez, vous regardez. Chaque jour, vous vous levez, vous regardez. Chaque fois, vous vous couchez, vous regardez. C'est mon objectif. Et peu importe la difficulté que je vais vivre, alors je vais la supporter, mais je vais atteindre cet objectif et vous gardez la foi. C'est tout simplement ce que nous voulons dire, parce que c'est ce que les gens vivent. Tout à fait. Avant d'arriver au classique littéraire qui sera premier arrêt de cette édition, on veut savoir combien de temps vous avez pu prendre pour pouvoir mettre en page ce livre. Là c'est un peu compliqué parce que en réalité, quand vous commencez à écrire, vous écrivez seulement, au départ ce sont des paperasses, c'est plein de choses, vous écrivez, après vous saisissez, ensuite il faut réunir, contacter les gens les éditeurs, peut-être même les personnes pour corriger déjà vos écrits. Énormément, parce que vous devez commencer à croire votre histoire, vous devez partager, vous devez avoir la réaction des autres, et qu'on sorte, donc ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut même faire 3 ans, ça dépend. Donc, et ça dépend aussi de votre inspiration, de votre travail, parce que si vous êtes un bosseur acharné, il est possible de faire un livre même en 3 mois. Alors, à quel moment vous vous dites l'histoire que j'ai à raconter peut faire l'objet d'un livre? Alors, je me le dis comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que je reçois le don. Parce que dès que je le reçois, à l'intérieur, ça bouillonne et il y a beaucoup à dire. Vous vous dites, il faut absolument que je me mette à écrire un livre. Effectivement, parce que je sens qu'il y a un message, ou alors il y a des messages. C'est pour ça que au départ, dès que je commence à écrire, je me dis, ah tiens, il y a une 60aine d'ouvrages. Alors, je prends une parenthèse pour dire quelque chose. Chaque matin, quand je me réveillais, ou alors quelques matins spéciaux, je recevais une citation. Et j'en ai eu peut-être 60 ou un peu plus. Et chaque fois que je visualisais les citations, il y avait beaucoup à dire à l'intérieur. Il y avait toujours un symbole autour, signification. Effectivement. Donc j'avais un grand poster dans ma chambre. Et quand je me réveillais, j'écrivais la citation. Et je signais avec mon nom. Parce que c'était une citation que je recevais, elle était personnelle, j'avais lu nulle part. Tout à fait. Alors, un autre jour, après ce don, je visualise, je regarde et je dis, mais attends, tout ça, ce sont des livres. Il y a des messages. Il y a beaucoup à dire. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ce sont mes messages ou bien c'est pour qui? Je dis, mais je dois partager. Alors je me dis, je commence à écrire. Et quand je commence à écrire, je me mets à l'aise. Je me dis, je commence à être utile pour la société. Alors c'est là que j'écris. Et quand je dis une 60aine d'ouvrages, parce qu'il y a une 60aine de citations avec beaucoup de choses. Donc, tout de suite, vous dites, il faut que j'écrive un livre. Vous avez déjà la thématique, vous avez déjà l'histoire, tout est déjà là, ou bien c'est avec le temps que tout se matérialise, à force d'écrire, à force de faire plusieurs textes? Je vous prends un exemple. Lorsque vous êtes sur la Terre et que vous regardez, par exemple, quelque chose au niveau du ciel, qui se rapproche peut-être, disons, un hélicoptère ou bien peut-être un avion.
lorsqu'il est encore très loin, vous visualisez, vous voyez quelque chose. D'abord peut-être une petite lumière. Oui, mais plus il se rapproche, plus ça se précise. Un petit oiseau, plus tard un objet de grande valeur en termes de poids. Donc au départ, c'est une vision. Comme je vous ai dit, le petit point, c'est la citation que vous recevez. Après la citation, ça devient une phrase. Après une phrase, un paragraphe. Après un paragraphe, un chapitre. Après un chapitre, ainsi de suite. Et chaque fois, ça se multiplie, ça devient quelque chose. Et à un moment donné, ce que vous produisez, vous-même, vous vous dites, mais tiens, ça vient d'où? Et vous êtes parfois émerveillé de ce que vous avez écrit, parce que justement, ça ne vient pas de vous. C'est pour ça que nous restons humbles. Et on se dit, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais on aura au moins laissé quelque chose, le temps nous a utilisé. C'est certainement pour cette raison que la question de la spiritualité occupe une place centrale dans votre ouvrage. On en parle juste après les classiques littéraires. Littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Et dans le cadre du point littéraire, eh bien, chaque édition, nous essayons d'aller voir dans l'histoire un livre qui a marqué, soit par sa posture, soit simplement par l'histoire contée. Et c'est une affaire d'Annie Lisette Ambassa. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Batoula, grand chef du pays Banda, excellent guerrier et chef religieux, est rattrapé par le temps. Le récit suit ses considérations ordinaires comme celle de savoir si se lever vaut la peine, mais présente aussi son point de vue personnel sur la colonisation, la coutume et la vie en général. Alors qu'il est responsable d'une importante cérémonie, il doit dorénavant se méfier d'un concurrent amoureux en la personne du fougueux Bisibingi qui cherche à séduire sa favorite Yasigi Nja. Au terme de tensions suite à la mort du père de Batoula lors de la fête d'Engansaz, Yasigi Nja se voit attribuer la mort de celui-ci, atteint ainsi le projet d'assassinat que Bisibingi nourrit à l'encontre de son rival. C'est finalement au moment de la chasse que Batoula se voit porter le coup fatal par la griffe d'une panthère. À la suite de cette blessure, Batoula organise longuement et est témoin de la dilapidation de ses biens ainsi que du départ de ses femmes, dont sa favorite fuyant avec Bisibingi. Batoula est un roman de René Maran, publié en mai 1921 aux éditions Albin Michel. Il reçoit la même année le prix Concours et de fait est le premier livre d'un écrivain noir à recevoir un prix littéraire prestigieux en France. Premier roman de son auteur, Batoula est écrit dans un style naturaliste et expose les mœurs et traditions d'une tribu noire de Bangui Chari dirigée par Batoula. Cette œuvre contient une critique ambivalente du colonialisme français. Si la préface fait date tant sa critique des excès du colonialisme français est virulente. Maran, administrateur colonial de profession, ne dénonce pas le colonialisme en tant que tel. Batoula a également été analysé comme un roman précurseur de la négritude. Parlant des personnages, Batoula est le personnage principal. Il est chef de plusieurs villages, grand chasseur, guerrier et aux nombreuses conquêtes. Il est l'un des plus grands critiques des colons dans le livre et défend la coutume ainsi que la tradition. Yasingi Nja, favorite de Batoula, intelligente, belle et fidèle, joue un rôle central dans le récit. Malgré l'affection qu'elle porte en son mari, et ce, en tolérant parfaitement sa pratique polygamique, elle finit par s'y prendre de Bisibingi, plus jeune et plus vivant que son amant dans la pente de la vieillesse. Bisibingi, le rival de Batoula, excellent guerrier, fin chasseur et d'une grande beauté, se prend de Yasingi Nja. Par la suite, il ne cessera de réfléchir
au moyen de tuer son rival dans l'espoir de fuir avec sa compagne à Bangui. Les Banda, c'est l'ethnie des habitants des villages sous l'autorité de Batula. Ils interviennent à travers le son omniprésent des tam-tams et autres instruments qui rythment le récit, ainsi que dans la scène et la fête des Ganzas et lors des chasses. Le roman présente de nombreuses scènes de palabres entre ceux-ci et Batula. Juma, le chien de Batula, a priori sans importance, le développement de ce personnage occupe pourtant de nombreuses pages dans le roman. De nombreux passages prennent en effet la perspective de Juma, véritable témoin clandestin de nombreuses scènes. Il bénéficie entre autres d'un traitement relativement comique. Les administrateurs coloniaux, ils incarnent les mots et la brutalité que dénonce René Maran. Ils sont absents physiquement de la majorité du récit et n'interviennent que pour disperser les bandas, refusent toute aide lorsqu'ils sont sollicités par eux. Leur place dans le récit se fait essentiellement par l'intermédiaire des réflexions de Batula ainsi que par les palabres des bandas. Ils sont donc dépeints comme des personnes absurdes et cruelles. Merci de nous écouter sur les 88.4 mais également sur Royal FM Espace Cameroun. Si vous êtes connecté via Facebook, nous recevons ce soir Stéphane Sisiandi qui nous présente son livre « Le temps a toujours raison des choses ». Le sous-titre, c'est « Les périples d'un jeune en quête d'ascension sociale ». C'est un roman paru aux éditions de Midi, cette année même. Alors, on vous donne l'opportunité de découvrir un tout petit peu le livre, mais il est important, il est même primordial pour chacun de chercher à s'offrir absolument ce livre qui est un chef-d'œuvre littéraire qui parle d'une question fondamentale, ou alors de plusieurs. Et l'éveil des consciences des uns et des autres est interpellé. Alors Stéphane,
tout à l'heure, on a écouté un classique littéraire. Est-ce que vous avez eu des auteurs sur qui vous vous êtes appuyé pour pouvoir rédiger votre livre? Évidemment, ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu, c'est que, comme tout le monde, nous avons généralement des auteurs que nous connaissons, même des gens au lycée. Science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme, ainsi de suite. Donc, à partir de beaucoup d'ouvrages, on s'inspire. Mais là, comme je vous ai dit, lui, il vient d'ailleurs. Et puis, les autres, je pourrais dire que c'est peut-être la forme, juste qui a dirigé, mais le reste, c'était beaucoup plus une origine spirituelle. On a l'impression que vous écrivez dans un langage plutôt simple. Vous n'avez pas utilisé un langage jugé peut-être hermétique, pas de gromologie. Vous êtes simpliste dans votre façon d'écrire, mais profond dans vos dires. Évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre tout le monde. L'objectif aussi, c'est de ne pas heurter, par exemple, ceux qui n'aiment pas un certain niveau de langage. Mais nous avons choisi le juste milieu pour pouvoir permettre à tout un chacun de recevoir simplement le message parce qu'il est simple. Mais il est profond, comme vous dites. Oui. Il y a plusieurs péripéties avant d'arriver à la fin. On l'a dit, à l'école primaire, à l'université. Tous veulent peut-être savoir ce qui va se dérouler dans le fond. Et peut-être il va falloir avoir le livre. Peut-être vous avez quelques endroits où il est possible d'obtenir le livre avant de revenir dessus. Vous avez déjà, le livre est disponible dans les librairies partout à Yaoundé et peut-être dans d'autres villes? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que nous sommes en train de sortir, de présenter le livre comme nous sommes en train de le faire. Et après cette présentation, il y aura une dédicace qui sera organisée. C'est après la dédicace qu'on trouvera le livre un peu partout. Mais pour le moment, ceux qui ont besoin rapidement du livre, ils peuvent contacter... Je peux vous passer le numéro de téléphone. Allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, le 699 73 77 09. 699 73 77 09. À partir de là, vous pourrez avoir le livre directement. Oui, mais en attendant, nous allons d'abord finir nos présentations, passer la dédicace. On va revenir avec le numéro avant de finir l'émission. Peut-être qu'ils sont à l'écoute et ils veulent absolument avoir le livre en prime, parce que parfois les Camerounais aiment bien ce qui est très à la mode, ce qui est nouveau. Il y a à partir du livre 4e, La vie spirituelle du jeune Nelson. Alors, on est un tout petit peu intrigué, parce qu'on a comme l'impression que sa vie spirituelle commence à un certain moment. Et bien avant, malgré que sa grand-mère la menait, elle tenait par la main chaque jour pour la mener à l'église, il ne connaissait pas réellement Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre cela ainsi? Bien, déjà en tant qu'auteur, je suis très ému parce que je me rends compte que vous avez effectivement lu le livre et vous avez reçu le livre comme l'auteur voulait. Parce qu'en réalité, au départ, Nelson a vécu comme la majorité des religieux. C'est-à-dire, parce qu'il y a une différence entre être religieux et être spirituel. Et puis justement, la première question que je m'apprêtais à vous poser tout à l'heure, c'est quelle est la différence fondamentale entre les deux? Le religieux, c'est qui et le spirituel, c'est qui? Alors, pour faire simple, un religieux, c'est quelqu'un qui se lève. On a dit aller à l'église. Il va à l'église. On a dit prie comme ça. Il prie. On a dit lis ici. Il lit. Bon, il fait exactement ce qu'on a dit, mais il ne ressent rien à l'intérieur forcément. Mais votre spiritualité commence le jour où vous commencez à vous poser des questions. Et quand vous vous posez des questions, qui est Dieu? Pourquoi telle chose? Ainsi de suite. Parce que dans le cas de Nelson, lui, sa spiritualité commence avec la guérison miraculeuse de sa grand-mère. Qui a mal au dos, qui a un problème de colonne vertébrale. Sa grand-mère a une colonne vertébrale complètement bousillée. Nelson, qui avait déjà de grands moyens, a fait le tour des hôpitaux et même chez les Européens pour trouver des solutions pour sa grand-mère. Alors, sa grand-mère, qui était pratiquement en train de mourir, recevait donc chaque jour à son chevet des visites
des gens qui venaient prier. Oui. Et un jour, curieusement, sa grand-mère se lève et dit, elle va mieux. Mais les médecins ne comprennent pas, personne ne comprend. On se dit, mais comment elle vit alors qu'en fait, les appareils montrent que la colonne vertébrale, il n'y a rien. Oui. Alors, Nelson commence à se poser la question. Qui est l'auteur de ça? Est-ce que c'est Dieu que je prie chaque jour depuis que je suis petit? On me dit, va à l'église. Est-ce que c'est ce qu'il a? C'est le silence. Alors là, sa spiritualité a commencé. Apprendre à écouter le silence. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, il faut apprendre à écouter le silence. Et parfois, le silence peut être assourdissant. Effectivement. Sans réponse. Effectivement. On se pose une autre question justement sur cette partie. Nelson commence à entrer dans la spiritualité uniquement quand il a beaucoup de moyens. Est-ce que ça veut dire que pendant qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on peut vivre sa vie en attendant d'avoir un peu de moyens pour entamer une vie spirituelle hautement intéressante? Alors, le déclenchement de votre spiritualité dépend de tout un chacun. C'est pas vous qui déclenchez. Vous parlez bien de spiritualité. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir de plus grand que vous. C'est cette chose-là qui va déclencher tout. Chez lui, il y a eu quelque chose d'inexplicable que la médecine n'a pas pu expliquer. Alors lui, il a commencé à chercher son chemin. Mais évidemment, quand vous allez lire les livres, vous allez vous rendre compte qu'il a marché. Il allait même dans les sectes. Il a fouillé, il allait partout. Alors, il a commencé à recevoir des réponses au moment où il ne s'attendait plus à écouter la voix. Alors, il a commencé à recevoir des messages, à recevoir des choses qui se réalisaient. Il commençait à comprendre progressivement qu'est-ce que c'est que vraiment cette spiritualité. Et à partir de là, il s'est clairement rendu compte que être religieux, c'est différent d'être spirituel. Le livre nous apprend également qu'il devient un modèle, il devient un peu comme un guide, il est désormais écouté. Il est celui vers qui on se tourne lorsqu'on a des problèmes et des difficultés. Mais on comprend aussi que parfois, pour trouver sa véritable spiritualité, il faut marcher. Est-ce qu'il faut absolument marcher? Essayer des expériences. Aller voir à gauche, aller voir à droite avant de trouver sa voie. Tout ce que nous pouvons dire simplement, c'est que lorsque vous cherchez quelque chose, vous devez fouiller. Oui. Alors, si je cherche un stylo et qu'il est sur ma table, je ne vais plus fouiller. Oui. Mais si je ne le trouve pas, je vais fouiller et je vais continuer. Je vais fouiller jusqu'à ce que je trouverai ce stylo. C'est tout simple. On cherche parce qu'on a besoin de quelque chose. Alors, le jour qu'on trouvera cette chose, on arrêtera de chercher. Tout simplement. Alors, il faut dire que le livre déjà dégageait une forte odeur de spiritualité. Et lorsque l'auteur est arrivé ici en studio, on a bien remarqué qu'il nous a fait une petite prière. Est-ce que en réalité, ce livre est davantage guidé par votre foi chrétienne, par votre attrait vers la spiritualité? Évidemment, vous avez parlé de foi chrétienne. Oui, guidé par ma foi chrétienne, parce que c'est la religion que moi j'ai choisie. Oui. Mais le livre, il s'adresse à tout le monde. Oui. Il ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Il s'adresse à toute créature humaine. Parce que lorsque vous êtes un être humain, vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un esprit. Alors, vous ne pouvez pas gérer tout personnellement. Oui. Mais votre corps a besoin de se nourrir. Votre esprit a besoin de se nourrir. Tout a besoin de se nourrir. Les livres vont le dire. Les sages vont le dire. Tous ceux qui sont passés par là vont le confirmer. Oui. Donc, vous avez besoin de nourrir toutes ces dimensions. Alors, vous choisissez celle qui vous parle le plus. Si moi, j'ai choisi la chrétienté parce que c'est là-bas que moi, je reçois ce qui me permet de m'épanouir. Parce que moi, j'ai croyance au Christ. Oui. Et je crois qu'il est mort pour moi. Donc, maintenant, quelqu'un d'autre va croire, va avoir ses croyances. Si ça marche pour lui, alors tant mieux pour lui. Mais il pourra aussi venir essayer pour moi, voir si ça marche chez les chrétiens. Alors, il reste là-bas. Donc, chacun choisit sa spiritualité. Mais on pourrait conseiller. Alors, avec tout ce qu'on peut lire dans l'ouvrage, pour vous, quelle est la quintessence? Qu'est-ce qu'on devrait retenir lorsqu'on a bouclé les 173 pages? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme enseignement fondamental de cet ouvrage? Une seule chose à retenir, comme on a dit le titre,
le temps a toujours raison des choses. Vous devez atteindre un objectif dans votre vie. C'est cet objectif-là qui fera votre bonheur. Oui. Et ne croyez pas que vous allez atteindre cet objectif sans souffrir. Alors, peu importe ce que vous allez ressentir comme douleur, acceptez vos épreuves. Parce que c'est après avoir accepté ces épreuves, après avoir travaillé et mis votre foi, que vous allez pouvoir arriver à cet objectif qui effectivement va vous donner le bonheur à la vie. Le livre d'ailleurs nous fait savoir qu'il ne faut pas prendre les obstacles ou les difficultés qu'on rencontre avec fatalisme. Au contraire, être très heureux parce qu'elle nous enseigne, elle nous endurcit, les difficultés, ça enrichit forcément l'être humain, ça vous aide. Parce que pour le cas présent de Nelson, on a bien vu que chaque fois, quand il avait un peu d'argent, toutes les activités qu'il menait, c'était pour résoudre les problèmes qu'il a connus dans son enfance. Au niveau de l'agriculture, il a commencé à se lancer parce qu'il s'est rendu bien compte que c'était un moyen pour trouver un peu d'argent. Il s'est rendu compte que les jeunes avaient des difficultés pour accéder à un emploi. Ils n'avaient pas droit à des stages pour qu'ils puissent également avoir de l'expérience. Donc, quelquefois, quand vous rencontrez des difficultés, peut-être ça peut être un début de quelque chose. Vous apporterez forcément des solutions un peu plus tard. Effectivement, j'ai l'art de dire à mes amis, lorsque vous cherchez un emploi, et puis vous dites que vous êtes au chômage, ça fait un peu rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que simplement, le travail est un solutionnement de problèmes. Alors, le travail est un solutionnement de problèmes. Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où vous vivez, si vous n'avez pas de travail, ça veut dire que vous n'avez pas regardé. Regardez autour de vous. Je vous prends un exemple simple. Si vous êtes dans un quartier, il y a des herbes qui poussent tout autour de vous. Vous ne faites rien. Vous n'êtes pas allé à l'école et autres. Mais vous commencez à enlever ces herbes. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les maisons où vous allez passer, si vous passez dans 3 maisons, une ne vous donne rien, il y aura une maison qui va vous donner au moins 1000 francs. Et quand vous allez faire 10 maisons, vous allez avoir vos 10 000 en une journée. Et alors, si vous prenez vos 10 000 et vous multipliez ça par 30, vous voyez que vous avez déjà de l'argent. Et vous avez de l'argent qui dépasse l'argent d'un fonctionnaire. Vous voyez que vous avez solutionné un problème. Je pourrais aller à la poubelle. Je pourrais aller... En fait, il y a des domaines. Cherchez le problème. Et regardez vos compétences. Regardez ce que vous avez appris. Alors, à partir de là, vous allez trouver le travail. Il y a des visions qui vous inspirent. Quoi d'autre vous inspire dans la nature? Est-ce que ce sont les êtres humains? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est la télévision? Qu'est-ce qui qui stimule en vous cette envie d'écrire régulièrement? Comme j'ai dit, il y a au-delà du don, ce que nous vivons autour de nous, tout simplement. C'est-à-dire, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être au travail, peu importe, ou il y a une situation que vous avez regardée en route, et vous recevez un message, vous écrivez rapidement quelque part. Parce qu'après, c'est du genre, on en reparlera. Alors, Stéphane Siziandji, avant de conseiller aux auditeurs et internautes qui nous regardent sur Facebook d'aller chercher votre livre, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir? Quel aspect de votre livre on n'a pas soulevé au cours de cet entretien que vous aurez souhaité bel et bien voir révélé ici? Alors, tout ce que je peux dire, c'est déjà la couverture. Quand vous regardez la couverture, vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeune qui est complètement, ou alors pratiquement en train de se noyer, et qui cherche à regagner la surface. Alors, c'est une image qui est parlante. C'est un jeune qui cherche à avoir une place légale, entre guillemets, parce que condamné dès le départ. Alors, l'image à elle seule est en train de donner le résumé de ce qui va se passer dans le livre. Maintenant, pour sortir peut-être de ce livre, je pourrais annoncer qu'il y a un autre livre qui arrive aussi, peut-être d'ici octobre. Donc, commencez déjà avec celui-ci. Faites tout pour l'avoir, recevez son message et n'oubliez pas que ce que vous donnez, c'est votre semence pour recevoir également votre message. Tout à fait. Parce que c'est un travail
Donc voilà tout ce que nous pouvons conseiller. Allez chercher votre livre, recevez votre message, mais surtout, croyez en ce message, mettez-le en pratique et vous allez vous rendre compte que il vous permettra d'atteindre votre bonheur si vous avez supporté et si vous avez travaillé. Alors Stéphane, merci d'être passé à la radio, échanger avec nous sur votre ouvrage. On espère qu'à la sortie du deuxième ouvrage, vous passerez également ici nous en parler. Évidemment, c'est nous qui vous remercions. Je ne partirai pas d'ici sans dire merci ici à tous ceux qui m'ont accompagné. Ceux qui vous ont accompagné, vous pouvez donner leur nom, il n'y a pas de souci. Je suis avec mon frère Noah, je suis également avec Oriane, qui m'accompagne partout, chaque fois que je travaille. Alors également, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas ici, qui me soutiennent. Eric Tchunke, mon éditeur. Donc, édition de midi. Édition de midi, que je salue et que je remercie en direct. Romy Alikoumé était donc à la mise en onde de ce programme, Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay, Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h avec un autre auteur et forcément un autre ouvrage. Bonne soirée à vous.